Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur La Voie des Livres Rares, la chaîne où les grandes idées du passé reprennent vie pour éclairer notre présent. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage au cœur du monde invisible de la finance, dans une œuvre qui, depuis un siècle et demi, continue d'inspirer économistes, dirigeants et penseurs du monde entier. Lombard Street, écrite en 1873 par Walter Bagehot. Ce livre n'est pas un simple traité d'économie. C'est une plongée dans l'âme du capitalisme moderne, là où tout repose sur un élément aussi fragile qu'essentiel, la confiance. Bagehot y décrit le marché monétaire de Londres comme le véritable cœur battant de la civilisation industrielle, un lieu où l'argent, la peur et la foi se rencontrent chaque jour. À travers ces mots, nous découvrons que les chiffres ne sont pas tout. Derrière chaque billet, il y a un battement humain, une émotion, une promesse. Et que comprendre la finance, c'est d'abord comprendre la nature humaine. Alors prenez un instant. Écoutez la voix d'un penseur visionnaire qui, en 1873, avait déjà pressenti les crises, les peurs et les espoirs de notre monde moderne. Car aujourd'hui encore, Lombard Street parle de nous, de notre rapport à la confiance, à la raison et à la fragilité de nos certitudes. Je suis honoré de vous le présenter ici, sur La Voie des Livres Rares, là où les œuvres oubliées retrouvent leur souffle et où chaque lecture devient une réflexion sur notre temps. Introduction. Le temple invisible de la finance, Londres au XIXe siècle. Sous un ciel souvent gris et bas, la capitale du plus grand empire du monde bruise d'une activité incessante. Dans ses rues pavées, le cliquetis des calèches se mêle au brouhaha des marchés, au sifflement des bateaux sur la Tamise et au martèlement régulier des pas d'hommes pressés. Mais au cœur de cette ville immense se cache un lieu particulier, discret, presque banal à première vue. Lombard Street. Ce nom pour les initiés est plus qu'une adresse, c'est un symbole. Une rue courte et étroite, mais qui abrite les maisons des banquiers, des négociants, des courtiers, les maîtres invisibles du commerce mondial. De là partent des ordres qui font trembler des royaumes, des décisions qui fixent le destin de continents entiers. Chaque matin, l'argent y circule comme le sang dans les veines d'un corps gigantesque. Et ce corps, c'est le monde. Walter Bagehot, journaliste, économiste, mais surtout observateur aigu de la nature humaine, regarde cette rue comme un biologiste observe un cœur vivant. Il comprend qu'ici se joue plus que la simple affaire de l'argent. Ici, bat le centre nerveux du capitalisme moderne. Les chiffres, les taux, les billets, les lingots ne sont que les apparences visibles d'une réalité plus profonde. La confiance. Car sans elle, tout s'effondre. Bagehot ne se contente pas d'étudier la mécanique financière. Il cherche à comprendre l'âme de cette mécanique. Pourquoi certains jours, tout fonctionne avec aisance, comme si l'argent coulait librement, et pourquoi, soudain, tout se fige, tout se brise, tout s'écroule. Pourquoi des institutions solides tombent en quelques heures? Pourquoi la foule, rationnelle le matin, devient folle l'après-midi? Il découvre que la finance n'est pas seulement une affaire de calcul, mais de psychologie collective. La confiance agit comme une monnaie invisible. Tant qu'elle circule, le système vit. Dès qu'elle se retire, tout s'arrête. Et dans ce simple constat, Bagehot saisit le secret de toute économie humaine. L'argent n'est pas une réalité matérielle, mais un lien social, un pacte tacite entre des millions d'esprits. Il écrit donc un livre, non pas pour les banquiers, mais pour les peuples. Un livre pour ceux qui veulent comprendre pourquoi un monde entier peut vaciller à cause d'un murmure de panique. Lombard Street devient alors bien plus qu'un essai économique. C'est un miroir tendu à la société moderne. Il y décrit les institutions, les mécanismes, les pratiques, mais surtout les émotions qui les gouvernent. Car dans cette rue étroite, il voit condenser toute la condition humaine, l'ambition, la peur, la foi, le mensonge et l'espérance. Chaque banque y devient un organisme vivant. Chacune inspire ou absorbe la confiance comme un poumon aspire l'air. Et quand la peur s'installe dans l'une, c'est tout le système qui suffoque. Bagehot comprend aussi que dans cet écosystème, un acteur a un rôle particulier. La Banque d'Angleterre. Elle n'est pas seulement une institution, mais une conscience. Elle doit veiller, rassurer,
agir. Comme un médecin qui soigne un malade fragile mais vital. C'est elle qui, en temps de crise, doit injecter de la confiance dans le système, en prêtant, en stabilisant, en calmant. Et il formule alors une règle d'or, qui deviendra célèbre dans le monde entier. En temps de panique, prêtez librement, rapidement, et à taux élevés, à toute institution solvable. Ces mots, écrits en 1873, résonnent encore aujourd'hui dans les couloirs des banques centrales du monde entier. Bagehot, sans le savoir, venait de définir la mission moderne de la banque centrale, prévenir la peur, non la richesse. Mais ce qui fait la grandeur de son œuvre, ce n'est pas la technicité, c'est la lucidité. Il ne voit pas la finance comme un démon, ni comme une idole, mais comme une créature humaine, brillante, capricieuse, sensible. Il la compare à un organisme vivant, dont la santé dépend de l'équilibre entre raison et émotion. Et il comprend que les crises ne sont pas des anomalies, elles sont les fièvres nécessaires d'un système vivant. Pour lui, la finance est un art fragile, celui de maintenir la foi au milieu du doute. C'est une religion sans temple, où les fidèles sont les investisseurs, les banquiers, les épargnants, et où le Dieu s'appelle confiance. Mais ce Dieu-là, capricieux, s'effraie au moindre soupir et s'enfuit au premier signe de panique. Alors, le chaos s'abat, les billets perdent leur sens, et la richesse devient poussière. C'est cette vérité, brutale, mais universelle, que Bagehot veut transmettre, que l'argent n'a pas de valeur propre. Ce n'est qu'un symbole de promesse, et la promesse n'a de poids que tant qu'elle est crue. À travers Lombard Street, il révèle le cœur invisible du monde, un cœur humain, vulnérable, animé par la confiance et la peur, le courage et l'avidité. Son livre devient une parabole, celle d'un monde qui croit maîtriser la matière, alors qu'il ne maîtrise que la croyance. Plus qu'un essai, Lombard Street est une méditation sur la fragilité du progrès. C'est un avertissement. Tant que l'homme oubliera que sa richesse repose sur la foi, le doute renaîtra, et avec lui, la crise. Mais tant qu'il comprendra que la confiance est un bien commun à protéger, alors l'économie comme le cœur continuera de battre. Chapitre 1. Lombard Street, le cœur du monde financier. Londres s'éveille dans un brouillard pâle. Et déjà, au cœur de la cité, un murmure s'élève. Dans les ruelles pavées de Lombard Street, les portes s'ouvrent une à une, les messagers courent, les chariots grincent, les voix s'interpellent. Il n'y a là ni usine, ni marché de fruits, ni cri des artisans. C'est un autre genre d'atelier, celui où l'on façonne la matière la plus insaisissable du monde, la confiance. Pour Walter Bagehot, Lombard Street n'est pas simplement une rue. C'est une artère qui pulse au rythme de la planète entière. Chaque transaction, chaque billet, chaque crédit y est comme un battement de cœur envoyé au reste du monde. Car l'argent ici ne s'échange pas seulement entre les mains, il circule comme une énergie, invisible mais vitale. Il faut imaginer la scène, une succession de maisons de pierre, sobres et solides, aux enseignes discrètes. À l'intérieur, des hommes penchés sur des registres, des lettres, des chiffres. Mais derrière ces gestes mécaniques se joue un drame permanent, celui de la stabilité ou du chaos. Car le moindre déséquilibre dans cette rue peut faire trembler des empires. Bagehot observe ce mécanisme avec l'œil d'un naturaliste. Chaque banque, chaque maison de crédit, chaque courtier y joue une note dans une symphonie fragile. Et comme dans tout orchestre, l'harmonie dépend de la confiance entre les musiciens. Si l'un doute de l'autre, le rythme se brise. Si la peur s'installe, le silence tombe. Ce quartier, minuscule sur la carte, gouverne les océans d'or et de papier qui irriguent le monde. Les colonies, les entreprises, les États, tous, d'une manière ou d'une autre, dépendent de ce point précis, de cette poignée d'hommes qui décident quand et à qui prêter. Lombard Street est à la finance ce que le cœur est au corps, un centre sans lequel rien ne peut vivre. Mais ce cœur, aussi puissant soit-il, n'est pas de pierre. Il bat au rythme des émotions humaines. Bagehot l'a compris mieux que quiconque. La richesse repose sur un sentiment, et ce sentiment s'appelle confiance. Tant qu'elle règne, le système prospère.
Mais qu'un doute surgisse, qu'une rumeur se glisse entre les murs, et le sang de l'économie se fige. Les billets cessent de circuler, les marchés se ferment, les visages se ferment aussi. Le silence s'installe, lourd, irréel. Dans ces pages, Bagehot décrit un monde paradoxal, une organisation d'une rigueur mathématique, soutenue par une émotion fragile. Le banquier, croit-on, est un homme froid, rationnel, protégé de toute passion. Mais en vérité, il vit dans la crainte et l'espoir. Chaque décision est un pari, chaque prêt un acte de foi. Et dans ce théâtre d'apparente stabilité, tout peut basculer en une journée. Lombard Street n'a rien d'un lieu spectaculaire. C'est une rue étroite, parfois bruyante, souvent grise, sans faste apparent. Mais elle est le centre nerveux de la civilisation moderne, le point d'équilibre entre la matière et la pensée. Ce qui s'y joue dépasse de loin la simple économie. C'est la mécanique de la confiance collective. Une croyance partagée par des millions d'êtres qui, sans se connaître, acceptent de se faire confiance à travers le symbole de l'argent. Bagehot y voit un miracle fragile. Il écrit que l'Angleterre, et bientôt le monde, reposent sur une illusion partagée, celle que les promesses d'aujourd'hui seront tenues demain. Cette illusion, aussi ténue soit-elle, fait tourner les usines, naviguer les navires, bâtir les cités. C'est elle qui permet aux marchands de livrer, à l'ouvrier d'espérer, au banquier de prêter. Et quand cette foi s'éteint, tout vacille, non parce que l'or manque, mais parce que la croyance s'effondre. Il observe les banquiers comme des prêtres modernes. Leurs temples sont faits de pierre et de silence. Leurs prières sont des signatures, leurs sermons des chiffres, leurs offrandes des crédits. Mais leur religion est universelle, la foi dans le système. Et leur Dieu, invisible et capricieux, s'appelle confiance. Pourtant Bagehot ne les juge pas. Il ne dénonce ni ne glorifie. Il décrit, avec précision et humanité, le fonctionnement de cette mécanique fragile qu'est la finance. Il comprend que les hommes de Lombard Street ne sont ni cyniques, ni héros, mais simplement des gardiens d'un équilibre qu'ils ne maîtrisent pas entièrement. Ils ne fabriquent pas l'or, ils fabriquent la paix du monde, cette paix fragile qui tient dans la promesse que l'argent circule. Ainsi, dans le tumulte des voix, dans les piles de registres, dans les lettres de change et les billets froissés, Bagehot voit plus qu'un commerce. Il voit une respiration collective, un battement universel. Chaque prêt, chaque dépôt, chaque signature est un battement du cœur financier du monde. Et tant que ce cœur bat, le monde avance. Mais il sait aussi que ce cœur peut s'arrêter, qu'il suffit d'un doute, d'une peur, d'un cri dans la foule pour que tout s'écroule. Et c'est là, dans cette tension entre ordre et chaos, que se trouve le génie de Lombard Street. Un monde d'apparente stabilité, bâti sur un abîme d'incertitude. Bagehot conclut ce premier regard sur la rue mythique par une vérité simple et terrifiante. La richesse du monde repose sur un fil invisible, la confiance humaine. Et ce fil, aussi mince soit-il, soutient toute la civilisation moderne. Chapitre 2. La confiance. La monnaie invisible. Dans les coffres des banques, on imagine de l'or, des billets, des lingots. Mais pour Walter Bagehot, la véritable monnaie ne se voit pas. Elle ne brille pas, ne s'imprime pas, ne se compte pas. Elle circule silencieusement entre les esprits et relie les hommes comme un fil d'or invisible, la confiance. C'est elle, dit-il, qui fait tourner les rouages du monde. Sans elle, les métaux dorment, les chiffres s'éteignent, les billets deviennent des morceaux de papier sans valeur. Une banque n'est forte que tant que ses clients croient à sa solidité. Un État n'est riche que tant que son peuple croit à sa promesse. L'économie entière repose sur cette foi commune, fragile mais puissante, que les promesses seront tenues. Tant que la croyance demeure, tout paraît stable. Les transactions se multiplient, les prêts se font, les affaires prospèrent. Mais qu'un doute apparaisse, qu'une rumeur se propage et la machine s'enraye aussitôt, les gens se précipitent au guichet, retirent leur argent, ferment leurs portes. La peur, une fois libérée, court plus vite que la raison. Elle contamine tout sur son passage. Bagehot comprend que la panique n'est pas une affaire de chiffres, mais de cœur. La finance, sous son vernis de logique,
est un phénomène profondément émotionnel. Elle respire au rythme de l'espérance et de la crainte. Et lorsqu'elle manque d'air, lorsque la confiance s'étouffe, tout s'effondre, peu importe les bilans. Une rumeur, un mot mal compris, un silence trop long peuvent suffire à détruire des fortunes et des vies. La peur agit comme une épidémie. Elle se propage d'homme en homme, de ville en ville, d'un continent à l'autre. Elle traverse les frontières sans passeport, car elle voyage dans les esprits. Ce n'est pas la faillite d'une banque qui provoque la panique, c'est la panique qui provoque la faillite. Et quand elle s'installe, aucune raison, aucun discours, aucune preuve ne parvient à l'arrêter. Ainsi, pour Bajot, l'économie n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Ses lois sont celles de la psychologie collective. Les marchés montent et descendent comme les humeurs d'une foule. La valeur d'une monnaie dépend moins de sa quantité d'or que de la confiance qu'on lui accorde. Et quand cette confiance vacille, la richesse s'évapore. Ce phénomène, il le décrit avec la lucidité d'un moraliste. Les hommes croient que leur fortune repose sur la solidité des institutions, sur la prudence des banquiers, sur la rigueur des chiffres. Mais en vérité, elle repose sur une illusion partagée, la croyance commune que tout ira bien demain. Cette croyance, intangible, est la colonne vertébrale du monde moderne. Et pourtant, elle tient à si peu. Un murmure, une hésitation, une ligne dans un journal suffisent à tout renverser. Les visages se ferment, les voix s'éteignent, les mains tremblent. Chacun veut sauver sa part, et ce réflexe d'instinct devient la cause même du désastre. La confiance s'effrite, et avec elle, la valeur disparaît. Bajot voit dans ce mécanisme une leçon morale. L'économie est un miroir de l'âme humaine. Quand l'homme est confiant, courageux, il crée, il bâtit, il échange. Mais quand il doute, il se replie, il détruit, il étouffe la vie qu'il avait lui-même mise en mouvement. Le capitalisme, au fond, n'est qu'une extension de la psychologie humaine, une mise en chiffres de nos peurs et de nos espoirs. Il écrit que le crédit, mot souvent redouté, vient du latin credere, croire. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Croire. Croire que le banquier rendra ce qu'il garde. Croire que l'État tiendra ses promesses. Croire que le voisin, le commerçant, l'associé, l'inconnu respecteront leurs paroles. Cette foi ordinaire, invisible, est le ciment de toute civilisation. Mais la confiance ne se décrète pas. Elle se mérite, se cultive, se protège. Elle demande de la transparence, de la constance, une forme de vertu. C'est pourquoi, pour Bajot, la morale et l'économie ne peuvent être séparées. Sans la première, la seconde devient un jeu dangereux. La corruption, le mensonge, la cupidité détruisent plus sûrement un système financier que la guerre ou la misère. Et pourtant, la confiance renaît toujours. Elle tombe, se brise, mais finit par revenir, car elle est aussi naturelle à l'homme que la peur. Il suffit d'un signe, d'un geste, d'un acte juste pour qu'elle se rallume. Un banquier qui ouvre ses coffres, un État qui assume sa dette, une parole tenue, et le peuple recommence à croire. La confiance, disait Bajot, est la plus fragile des monnaies, mais aussi la plus résistante. Elle circule sans qu'on la voie, comme l'air dans les poumons d'un corps vivant. Et tant qu'elle existe, le monde respire. Quand elle disparaît, tout s'étouffe. C'est pourquoi, selon lui, la mission des gouvernants et des banquiers n'est pas seulement de gérer l'argent, mais de protéger la confiance. Car c'est elle, et elle seule, qui fait battre le cœur invisible de l'économie. Ainsi, Bajot ne parle pas seulement de finances, il parle de l'homme, de sa foi et de sa peur, de sa raison et de ses passions. Et il nous rappelle une vérité universelle, que la richesse n'est pas faite de métal ni de papier, mais de la promesse que nous nous faisons les uns aux autres et que nous choisissons de croire. Chapitre 3. Les banques, puissantes mais fragiles. Les banques apparaissent, au premier regard, comme des forteresses de stabilité. Leurs façades sont solides, leurs colonnes imposantes, leurs coffres profonds. Elles inspirent le respect, parfois même la crainte. Mais pour Walter Bajot,
Cette puissance n'est qu'une apparence. Sous la pierre et le métal se cache une vérité plus fragile. Les banques reposent sur un équilibre invisible, celui de la confiance collective. Il écrit que les banques sont comme des palais bâtis sur du sable. Elles donnent l'illusion de posséder des trésors infinis, alors qu'elles vivent, en réalité, d'une promesse partagée. Elles prêtent l'argent qu'elles ne détiennent pas réellement, en pariant sur le fait que leurs clients ne viendront jamais tous le réclamer en même temps. Elles créent la richesse à partir de la croyance. Et cette croyance, aussi solide qu'elle paraisse, n'est qu'un souffle. Chaque dépôt est un acte de foi. Chaque prêt une promesse. Le client confie son or, convaincu qu'il pourra le retrouver demain. Le banquier, lui, le prête ailleurs, convaincu que nul ne viendra le réclamer aujourd'hui. Ainsi, tout fonctionne tant que la chaîne de confiance reste intacte. Mais qu'un maillon cède et l'édifice entier menace de s'effondrer. Bajot décrit cette architecture mentale avec une précision presque anatomique. La banque, dit-il, est un organisme étrange. Elle respire la confiance le jour, mais étouffe dans la panique la nuit. Elle vit dans un état permanent de tension, entre la solidité et la fragilité, entre la stabilité qu'elle promet et la précarité sur laquelle elle repose. Et pourtant, c'est cette contradiction même qui la rend indispensable. La banque, dans le monde moderne, n'est pas seulement une gardienne d'argent. Elle est un moteur de mouvement. Elle prend l'épargne endormie et la transforme en énergie vivante, en prêt, en investissement, en commerce. Sans elle, l'économie serait un corps sans circulation, un monde figé dans l'attente. Mais pour que cette circulation existe, il faut une chose immatérielle, la foi. Bajot compare ce système à une grande machine. Ses rouages sont impeccables, ses engrenages huilés, mais tout repose sur un moteur invisible, la confiance du public. Si ce moteur cale, la machine s'arrête net. Et c'est alors que la beauté de la mécanique devient son propre piège. Ce qui fonctionnait par promesse se retourne contre elle. La promesse devient doute, le doute devient panique. Il voit venir les crises avant qu'elles n'éclatent. Il comprend que le danger ne vient pas seulement du manque d'argent, mais de l'excès d'assurance. Les périodes de prospérité, écrit-il, sont les plus trompeuses. C'est quand tout va bien que l'on oublie les risques. Les banques, grisées par leur succès, prêtent trop, s'endettent trop, promettent trop. Elles se persuadent que le monde ne s'arrêtera jamais. Mais la confiance, comme toute flamme, brûle plus vite quand on la nourrit d'orgueil. Et lorsque le feu s'éteint, la réalité reprend ses droits. Les clients se pressent au guichet, les caisses se vident, les visages se ferment. Le banquier, hier maître du monde, devient prisonnier de ses propres illusions. Il n'a jamais possédé ce qu'il promettait, il ne possédait que la foi des autres. Bajot ne condamne pas les banquiers, il les observe avec une bienveillance lucide. Ils sont, selon lui, les architectes d'un système merveilleux, mais dangereux. Ils font circuler la vie économique, mais ils doivent vivre en équilibre au-dessus du vide. Leur métier est une tension constante entre prudence et audace, entre raison et risque. Et plus ils réussissent, plus le danger grandit, car la confiance attire l'excès, comme le miel attire les abeilles. Il explique que la force d'une banque ne se mesure pas à la taille de son coffre, mais à la solidité de sa réputation. Un mot mal interprété, un soupçon, un silence peuvent suffire à la fragiliser. La confiance gagnée en années peut disparaître en un jour, et lorsqu'elle s'évanouit, aucun métal, aucune réserve, aucun calcul ne peut la remplacer. Ainsi, les banques sont puissantes par la croyance qu'elles inspirent, mais vulnérables par la croyance qu'elles requièrent. Elles vivent dans un paradoxe permanent, celui d'être à la fois les fondations du monde économique et ses fissures les plus fragiles. Bajot le dit clairement, leur force et leur fragilité même. Il voyait déjà, dans les années 1870, ce que le siècle suivant allait confirmer. Les crises se répètent, non par hasard, mais par excès de confiance. Quand tout semble stable, c'est souvent le signe que le déséquilibre approche. La prospérité absolue porte en elle le germe du désastre.
et chaque génération, oublieuse de celle d'avant, retombe dans la même illusion, croire que cette fois, le système est indestructible. Mais Bagehot, loin du cynisme, garde une forme d'admiration pour cette architecture risquée. Il y voit une merveille d'ingéniosité humaine, une preuve de la capacité de l'homme à bâtir des systèmes plus grands que lui. La banque, pour lui, n'est pas un monstre, mais un paradoxe vivant, un pilier de la civilisation, bâti sur la plus fragile des fondations, la foi. Et il conclut, en moraliste du réel, « Tant que les hommes croiront, les banques tiendront. Mais si un jour ils cessent de croire, alors même les murs de pierre deviendront poussière. » Chapitre 4. La Banque d'Angleterre. Le médecin du système. Au cœur de ce monde fragile qu'est la finance, Walter Bagehot distingue une institution singulière, la Banque d'Angleterre. Dans le tumulte des marchés, au milieu des rumeurs et des paniques, elle est comme un médecin au chevet d'un malade nerveux, celui qu'on appelle le système financier. Elle n'est pas seulement une banque parmi d'autres, elle est la banque des banques, la gardienne de la respiration économique du pays. Quand tout va bien, on l'oublie. Mais dès que la peur surgit, tous les regards se tournent vers elle. Et dans ces moments de crise, dit Bagehot, elle doit agir comme un médecin pressé, sans attendre les débats, sans calcul interminable, mais avec vitesse, discernement et autorité. Il observe que la panique, lorsqu'elle éclate, se répand comme une fièvre. Les hommes cessent de penser, les institutions cessent de se faire confiance, chacun veut sauver sa part avant qu'il ne soit trop tard. L'argent se fige, les échanges se bloquent, la circulation du crédit, ce sang invisible de l'économie, s'interrompt. Alors, pour éviter la mort du système, un seul remède existe, injecter la confiance. Et c'est là que la Banque d'Angleterre entre en scène. Bagehot formule, dans une phrase devenue légendaire, la règle d'or qui porte encore son nom. En temps de panique, prêtez largement, rapidement, à taux élevés, à toute institution solvable. Ces mots, simples et tranchants, résument une philosophie entière. Lorsque la peur paralyse le marché, il faut l'inonder de liquidités, non pas par générosité, mais pour restaurer la foi. Prêtez largement, pour que personne ne manque d'air. Prêtez rapidement, car la confiance ne se reconstruit pas dans l'attente. Prêtez à taux élevés, pour décourager l'imprudence, mais récompenser la transparence. Et surtout, ne prêtez qu'aux institutions solides, capables de survivre une fois la tempête passée. Bagehot ne prône pas l'assistance aveugle. Il comprend que le danger d'un système trop protégé est la complaisance. Mais il sait aussi que, dans les heures sombres, la prudence excessive devient une faute. La Banque d'Angleterre, écrit-il, ne doit pas hésiter. Elle doit être le dernier refuge de la confiance, le rempart ultime contre la panique. Dans sa vision, cette institution devient le médecin moral du capitalisme. Elle soigne non pas les chiffres, mais les émotions, la peur, le doute, la rumeur. Elle n'injecte pas seulement de l'argent, mais de la foi. Et par ce geste, elle rappelle au monde que la stabilité n'est pas un état, mais un équilibre à entretenir. Bagehot savait que ce rôle exigeait un courage rare. Prêter au moment où tout le monde a peur, c'est aller contre la nature humaine. C'est tendre la main quand les autres se retirent. C'est croire à la solidité du système quand plus personne n'y croit. Il compare cela à l'acte du médecin qui s'approche du malade contagieux, non par témérité, mais par devoir. Il voit dans la Banque d'Angleterre une figure presque morale, celle d'une institution qui agit non pour son propre profit, mais pour la survie du corps collectif. Et il pressent que son rôle dépassera bientôt les frontières du Royaume-Uni. Car dans un monde où l'économie devient mondiale, chaque pays aura besoin d'un tel gardien de la confiance. Ce qu'il pressentait, les siècles suivants l'ont confirmé. Les crises de 1929, 2008 ou 2020 n'ont fait que rejouer, sur une échelle plus vaste, la leçon de Lombard Street. Chaque fois, la peur a gelé les marchés, et chaque fois, les banques centrales ont dû intervenir, prêter, rassurer, maintenir le cœur battant du système. Les mots de Bagehot résonnent comme une prophétie. Le rôle d'une grande banque n'est pas de juger, mais de sauver. Mais derrière cette sagesse, il y a une inquiétude plus profonde.
Bagehot craint que ce pouvoir immense ne devienne une habitude, que les banquiers, sûrs d'être sauvés, cessent d'être prudents, que la sécurité promise engendre l'imprudence même qu'elle voulait prévenir. C'est là tout le paradoxe. Le remède, mal dosé, peut devenir poison. Pourtant, il reste convaincu que l'absence de médecin serait pire que la maladie. Sans un centre capable d'agir, le système financier s'effondrerait sous le poids de sa propre panique. La Banque d'Angleterre, par sa seule existence, incarne la promesse qu'il existe toujours une main prête à stabiliser la tempête. Elle n'empêche pas les crises, mais elle empêche qu'elles dévorent tout. Dans cette vision, Bagehot ne parle plus seulement d'économie. Il parle d'équilibre humain, de la nécessité, dans tout système, d'une autorité capable de raisonner la peur. La Banque d'Angleterre, dit-il, est à la finance ce que le cœur est au corps et la raison à l'esprit. Un organe de régulation sans lequel tout s'emballe. Ainsi, Lombard Street ne se contente pas d'observer le monde, il le soigne. Son auteur ne cherche pas à glorifier l'argent, mais à comprendre les lois invisibles qui le rendent humain. Et dans cette compréhension, il offre à la postérité une règle simple, universelle, éternelle. Quand la peur envahit le monde, la raison doit prêter. Chapitre 5. Les crises financières. Les maladies du système pour Walter Bagehot. La crise n'est pas une erreur du système. Elle en est la conséquence naturelle, le revers inévitable de la confiance. Le monde économique, dit-il, est un organisme vivant. Il respire la confiance, et lorsqu'il en abuse, il s'étouffe dans la panique. Chaque crise est une respiration interrompue, une asphyxie momentanée du cœur financier du monde. L'histoire, depuis les premières banques jusqu'aux plus grands marchés, obéit à cette alternance de fièvre et d'apaisement. Les hommes croient, s'enflamment, spéculent, bâtissent, puis, inévitablement, vient le doute, et avec lui, la peur. Ce cycle est aussi vieux que le commerce, aussi humain que la mémoire et l'oubli. Bagehot observe que les périodes d'abondance portent en elles la graine de leur propre chute. Quand tout semble sûr, les hommes deviennent téméraires. Ils prêtent sans prudence, achètent sans mesure, oublient les avertissements. La confiance qui devait unir devient excès, et l'excès, dans tout organisme, appelle la crise. Les crises financières, pour lui, ne sont pas des accidents imprévisibles, ce sont des purges nécessaires. Elles ressemblent à ces fièvres qui brûlent les impuretés d'un corps malade. Terribles, douloureuses, mais vitales. Elles rappellent aux hommes la fragilité de leur système et les forcent à revenir à la raison. La panique, si redoutée, devient alors un remède brutal, une correction morale infligée à l'orgueil économique. Bagehot décrit avec une clarté glaçante la mécanique de la crise. Tout commence par un murmure, une rumeur sur une banque en difficulté, un investisseur imprudent, un paiement retardé. Puis le doute se propage. Chacun, craignant pour soi, retire ses fonds. Les coffres se vident, les marchés se figent, la peur devient contagieuse. Ce n'est plus la faillite d'un établissement, c'est une épidémie d'inquiétude. Et dans cet instant de panique, la raison s'efface, le calcul devient impossible, la confiance s'évapore. Il compare ces moments de chaos à une mer qui se retire soudain, laissant les navires échouer sur le sable. Les plus solides résistent, les autres sombrent. Mais lorsque la tempête passe, le monde renaît, plus sobre, plus lucide. Car la crise, pour Bagehot, n'est pas la fin, elle est une renaissance. Elle détruit les excès, purifie les illusions, remet les valeurs à leur juste place. Il ne cherche pas à nier la douleur qu'elle provoque, faillite, ruine, misère. Mais il insiste, le véritable danger ne vient pas de la crise, mais de l'oubli qui la suit. Car les hommes, une fois la peur dissipée, recommencent toujours. Ils oublient la leçon, et le cycle recommence, plus rapide, plus violent. L'histoire financière, selon lui, est un livre que l'humanité relit sans jamais en retenir la morale. Il écrit que la panique naît toujours de la même illusion, celle que la prospérité peut être éternelle. Quand tout monte, les avertissements paraissent ridicules. Quand tout tombe, ils paraissent évidents. Et entre les deux, l'homme oublie. Ainsi, la crise devient le seul professeur que la raison refuse d'écouter autrement. Pour Bagehot,
La sagesse consiste non pas à éviter les crises, car elles reviendront toujours, mais à les comprendre. Les accepter comme un phénomène naturel du système vivant qu'est l'économie, car un système sans crise serait un monde sans correction, un monde sans mémoire. La peur, dans ces moments, agit comme une force de rappel. Elle oblige les institutions à se purifier, à reconstruire sur des bases plus saines. Et c'est dans cette purification, violente mais nécessaire, que réside la survie du système. Il compare la banque centrale à un médecin de guerre, intervenant au milieu d'un champ de blessés. Elle ne peut sauver tout le monde, mais elle peut sauver l'essentiel, la circulation du sang, la continuité de la confiance. Elle doit agir, non pour effacer la crise, mais pour empêcher qu'elle détruise tout. La crise, alors, devient une leçon collective. Elle enseigne les limites, rappelle la discipline, restaure le lien entre la prudence et la foi. Bagehot ne se fait pas d'illusions. Il sait que les générations suivantes répéteront les mêmes erreurs. Il sait que la mémoire économique est courte et que la nature humaine, entre peur et cupidité, oscille sans cesse. Mais il croit que la connaissance, au moins, peut rendre la douleur moins vaine. Que comprendre le mal, c'est déjà apprendre à vivre avec lui. La finance, écrit-il, est comme un grand cœur qui bat trop vite. La crise est sa palpitation, son avertissement, son réajustement. Et si le cœur cesse de battre, la vie cesse aussi. Ainsi, il ne faut pas haïr la crise, mais l'écouter. Elle parle la langue de la mesure et de la vérité. Et elle rappelle, à chaque génération, que la confiance ne se décrète pas. Elle se mérite. Pour Bagehot, le véritable progrès économique n'est pas dans la disparition des crises, mais dans la maturité avec laquelle on les affronte. Celui qui comprend leur rôle ne les redoute plus comme des catastrophes, mais les perçoit comme des avertissements du destin. Elles sont le prix que l'humanité paie pour sa foi dans le mouvement, dans le risque, dans la promesse. Et tant qu'il y aura des hommes pour espérer, il y aura des crises pour les rappeler à la réalité. Chapitre 6. Les leçons pour l'avenir. Au terme de son œuvre, Walter Bagehot ne cherche pas à conclure comme un théoricien, mais à transmettre comme un sage. Après avoir observé la naissance, les fièvres et les dérèglements du monde financier, il laisse derrière lui 3 règles d'or, simples, presque évidentes, mais essentielles à la survie du système et à la paix des hommes. Il ne s'adresse pas seulement aux banquiers ou aux économistes, mais à tous ceux qui, un jour, auront à faire face à la peur. Car la peur, dans la finance comme dans la vie, est le poison le plus contagieux et le plus destructeur. La première de ces leçons est celle-ci. Garder des réserves, toujours. Dans les caisses, dans les esprits, dans le cœur. Il ne parle pas seulement de réserves d'or, mais de réserves de sang-froid. Le capital, dans les temps d'abondance, est comme la respiration. On n'y pense pas. Mais lorsqu'il vient à manquer, tout s'effondre. Ainsi, dit-il, il faut savoir se préparer aux tempêtes quand le ciel est encore bleu. Ceux qui épargnent la prudence dans les jours faciles seront capables de résister dans les jours sombres. La deuxième leçon est plus subtile. Agir sans lenteur mais avec discernement. La panique, quand elle éclate, ne laisse pas de place aux hésitations. Celui qui attend le moment parfait pour intervenir le voit disparaître. Dans ces instants, le courage et la rapidité valent mieux que les calculs interminables. Mais cette action doit rester mesurée, juste, ciblée. Car la confiance, une fois rompue, ne se répare pas par des mots, mais par des actes. Et chaque geste de lucidité devient un rempart contre la peur. Bagehot insiste, la confiance n'est pas un sentiment abstrait, c'est une discipline. Elle demande de la constance, une rigueur morale, une fidélité à la parole donnée. Celui qui inspire la confiance doit la prouver chaque jour, même dans le tumulte. Et dans les crises, il faut savoir parler non pour rassurer, mais pour agir avec justice. C'est par le comportement, non par la promesse, que l'on reconstruit la foi collective. La troisième leçon est sans doute la plus humaine. Ne jamais oublier que la peur est contagieuse. Les marchés, écrit-il, ne sont que des foules déguisées en chiffres. Et les foules, on le sait, ne raisonnent pas, elles ressentent. Elles s'enflamment, s'effraient, se persuadent. Un simple souffle d'inquiétude peut se transformer en ouragan. Une rumeur infime, en panique mondiale. Et dans ce théâtre, la raison doit tenir le rôle du dernier phare. Il compare la peur à une épidémie invisible. Elle se propage d'un esprit à l'autre, d'une salle de marché à une autre,
d'un pays à l'autre. On ne peut l'arrêter par la force, mais on peut la contenir par la clarté. La transparence, la vérité, la parole tenue sont les seuls vaccins contre cette contagion. Car si la peur se nourrit du silence, la confiance se nourrit de la lumière. Bajot ne croit pas à un monde sans crise, ni à une économie sans déséquilibre. Il sait que la nature humaine reste la même, ambitieuse, avide, oublieuse. Mais il croit en la raison, cette flamme fragile qui éclaire les périodes sombres. Il croit que la lucidité, l'éducation et la mémoire peuvent transformer la douleur en expérience et les erreurs en leçons. C'est pourquoi ces règles ne sont pas des ordres, mais des rappels, des balises pour les générations à venir. Les crises reviendront, semble-t-il dire, mais nous pouvons apprendre à ne plus en être esclaves. Et dans cette phrase, tout son humanisme s'exprime. Il ne cherche pas à dompter la nature du monde, mais à la comprendre. Il voit dans la finance un reflet du cœur humain, instable, passionné, parfois irrationnel, mais toujours capable de renaître. Car au fond, la véritable leçon de Lombard Street n'est pas seulement économique, c'est une leçon sur la maturité morale. Bajot enseigne que la sagesse d'un peuple se mesure à sa capacité à se souvenir. Souvenir des erreurs, des excès, des paniques passées. Car la mémoire est la seule richesse qui ne s'effondre pas. Et chaque génération, en la cultivant, évite de retomber dans les mêmes abîmes. Il conclut avec une foi tranquille. Tant que les hommes auront peur, les crises renaîtront. Mais tant qu'ils auront foi en la raison, l'économie se relèvera toujours. La peur détruit, la lucidité reconstruit. Et si la panique est la maladie du système, la conscience en est le remède. Ces paroles résonnent comme une prière pour le futur. Soyez prudents sans être lâches, rapides sans être téméraires, confiants sans être aveugles. Ces trois vertus, dit-il, forment le véritable socle de la prospérité durable. Ainsi se referme Lombard Street, non sur une prophétie d'effondrement, mais sur une espérance lucide. Celle d'un monde où l'homme, ayant compris la nature de ses propres peurs, saura enfin faire de la raison sa première monnaie. L'esprit de Lombard Street. Lombard Street n'est pas un livre sur l'argent, c'est un livre sur la foi. Non pas la foi religieuse, mais celle, plus discrète et plus universelle, que les hommes placent les uns dans les autres pour que le monde tienne debout. Walter Bajot n'a pas seulement décrit les rouages de la finance, il a déchiffré le cœur battant de la civilisation moderne. Au fil de ces pages, il montre que la monnaie, les banques, les marchés ne sont que des reflets d'une réalité plus profonde. La confiance humaine, c'est elle qui anime les échanges, soutient les empires, nourrit les nations. Et quand elle s'éteint, tout vacille. Car l'argent n'a jamais eu de valeur propre. Il n'est qu'un miroir où se reflètent nos vertus et nos faiblesses, nos promesses et nos peurs. Bajot, en observateur du réel, voyait déjà que la puissance du monde moderne n'était pas dans la richesse matérielle, mais dans la croyance collective. Un billet n'a de valeur que tant que l'on croit en lui. Une banque n'existe que tant que ses clients ont foi en sa solidité. Un État ne gouverne que tant que son peuple croit à sa parole. La finance, disait-il, n'est rien d'autre qu'une morale en action, une morale fondée sur la parole tenue. Mais cette morale, fragile, se fissure dès que la peur s'installe. Et c'est là, selon Bajot, que se joue le drame du monde. Quand la peur gouverne, les chiffres deviennent des armes, les bilans se changent en pièges, les hommes cessent de croire. L'économie s'effondre non pas faute d'or, mais faute de foi. Et lorsque la confiance renaît, tout repart comme si rien ne s'était passé. Ainsi va le monde, oscillant entre peur et confiance, excès et prudence, oubli et mémoire. La richesse n'est jamais stable. Elle vit et meurt au rythme du cœur humain. Et c'est cette vérité, si simple qu'on la néglige, que Bajot voulait graver dans les esprits, que la stabilité d'un système ne dépend pas de ses lois, mais de la conscience morale de ceux qui le font vivre. Il ne juge pas, il éclaire. Il ne condamne pas la finance, il la rend humaine. Car dans chaque krach, dans chaque ruine, il voit moins une faute qu'une leçon. L'économie, pour lui, est une école où les hommes apprennent sans cesse à maîtriser leurs peurs, à mesurer leurs désirs, à se souvenir de leurs erreurs. Chaque crise devient un miroir tendu à la société,
une invitation à la lucidité. Lombard Street n'est donc pas un traité d'économie, c'est une méditation sur la nature humaine. Une œuvre écrite non pour les banquiers, mais pour ceux qui veulent comprendre le monde. Elle enseigne que l'argent est une fiction utile, un langage universel qui ne vaut que par la sincérité de ceux qui le parlent. Et que la véritable richesse, celle qui ne s'effondre jamais, réside dans la capacité des hommes à se faire confiance malgré la peur. Bagehot lègue ainsi à la postérité une idée simple, presque spirituelle. Tant que les hommes auront foi en la raison, le monde tiendra. La peur est inévitable. Elle renaît sous d'autres noms, d'autres formes, à chaque génération. Mais la confiance, elle aussi, renaît toujours. Et dans ce combat silencieux entre peur et foi, entre panique et courage, se joue le destin du monde moderne. Il voyait dans la Banque d'Angleterre, dans les marchés et dans les institutions, non pas des temples de l'or, mais des sanctuaires de la croyance collective. Et il comprenait que protéger la confiance, c'était protéger la civilisation elle-même. Ce n'est pas la monnaie qui fonde la paix, mais la transparence, la constance, la parole donnée. C'est là que se trouve, selon lui, le véritable capital du monde. Aujourd'hui encore, ces mots résonnent comme un avertissement. Le danger n'est pas la crise, c'est l'oubli. Car chaque génération croit que la sienne est différente, que les lois ont changé, que les erreurs du passé ne reviendront plus. Mais tant que l'homme sera homme, le même souffle animera son économie. La confiance qui élève et la peur qui détruit. Et pourtant, au milieu de ce fragile équilibre, Bagehot laisse une note d'espérance. Il croit en la raison. Il croit que l'homme, même faillible, finit toujours par se relever. Car la lucidité est la seule richesse qui ne s'effondre pas. Elle seule permet de reconstruire après la tempête, de prêter encore après la trahison, d'espérer malgré les ruines. Ainsi s'achève Lombard Street, non comme un livre d'économie, mais comme une parabole du monde moderne. Il nous rappelle que la monnaie n'est qu'un miroir, et que dans ce miroir, c'est nous que nous voyons. Quand la peur gouverne, tout s'effondre. Quand la confiance renaît, tout revit. Et c'est dans cette renaissance perpétuelle que réside la véritable grandeur du monde humain. Si toi aussi tu crois que comprendre le monde, c'est apprendre à lire les forces invisibles qui le dirigent, alors abonne-toi à la voix des livres rares. Car ici, les livres anciens te parlent encore, et chaque idée oubliée éclaire l'avenir.